Une Renault 9 aussi grosse qu'un bœuf, affublée d'un attaché case logé dans la planche de bord, de vitres électriques au plafonnier et d'un spoiler à géométrie variable, telle est l'improbable équation proposée par Alfa Romeo pour son nouveau haut de gamme en 1984. Mission impossible? Malheureusement, oui. Et pourtant, cette voiture aurait parfaitement sa place aujourd'hui dans une collection utilisable au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci tout d'abord, je vous le dis très souvent, mais merci beaucoup d'être aussi nombreux à suivre chaque vidéo, à vous abonner. On est bientôt 40 000 d'ailleurs, c'est complètement fou. Et de commenter aussi beaucoup, c'est pour ça que je voulais m'excuser par rapport à ça, parce que au début je pouvais répondre à tout le monde, il y avait moins de commentaires, et là il y en a eu beaucoup ces dernières semaines. En plus de ça, certains le savent, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Octane. Là-dessus, c'est plus de l'actualité automobile vulgarisée, on va dire. Donc, Carjagger plus Octane. Pour vous répondre, c'est très compliqué. Donc, si jamais vous voulez taper la discute, c'est avec grand plaisir et c'est beaucoup plus simple sur Insta. Donc, venez me rejoindre si vous le souhaitez, Robinfort PVO, parce que vous imaginez bien que quand il y a 600 commentaires sur une vidéo, puis je veux pas embaucher quelqu'un pour répondre à ma place, c'est pas logique. Et puis de toute façon, j'ai pas les moyens. Bien, parlons maintenant de cette voiture au postérieur étrange, mais encore il n'y a pas que ça d'étrange sur cette voiture, et commençons par répondre à une question. Non, l'Alfa 90 n'est pas l'un des plus gros ratages de l'histoire automobile, comme on peut le lire dans d'innombrables hit parades énumérant les tops et flops de l'histoire automobile. Ne vaut-il pas mieux creuser les sujets plutôt que d'enterrer un peu trop vite certains modèles? Et si on s'amusait à appliquer cette approche à l'oublié Alfa Romeo 90 qui est né en 1984 et qui prendra sa retraite 3 ans plus tard. Par rapport à son temps de carrière, l'Alfa 90 aurait pu être cadre à la SNCF. Et je voulais devenir cadre à la SNCF. À quoi bon, me disais-je, faire un bras d'honneur au chemin de fer quand on perd son bras de fer sur les chemins de l'honneur? Fait connu, on le sait tous, Alfa Romeo a eu son heure de gloire dans les années 60, avec des coupés et des berlines sportives particulièrement affûtées, à tel point que BMW s'en inspirera pour lancer ses séries 2 puis 3, avec l'atout du Made in Germany en plus. Et la chute d'Alfa sera dure, la gamme ne se maintiendra qu'à grands coups de replâtrage plus ou moins réussis. Soucieuse d'élargir sa clientèle au-delà des alfisti, Alfa n'aura cessé d'embourgeoiser l'Alfetta avec force d'équipement et présentation plus valorisant. Elle reste cependant une bouillonnante ritale avec son moteur d'une souplesse incroyable et sa conception transaxe, c'est-à-dire que la boîte de vitesse est à l'arrière afin de garantir une meilleure répartition des masses et donc un meilleur plaisir de conduite. Mais les hauts de gamme Alfa 6, né en 1979, et Alfetta, né en 1972, ne sont plus vraiment à la page au début des années 80. Et vous allez me dire, mais attends, l'Alfa 6, elle est sortie en 1979, et elle était déjà bonne à être remplacée au début des années 80? Oui. Car l'Alfa 6 a un drôle de record, celui de la plus longue gestation automobile. Car il faudra 11 ans de conception avant qu'elle ne sorte, et sa carrière aura duré 7 ans. Mais nous reparlerons de l'Alfa 6 dans une autre vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'Alfa 90. Instant youtubeur, si tu ne veux pas louper la vidéo sur l'Alfa 6, n'oublie pas de t'abonner. C'est en novembre 1984 au Salon de Turin qu'est présentée l'Alfa 90. Elle remplacera donc à la fois l'Alfetta et la grande Alfa 6. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle s'appelle Alfa Romeo 90? Est-ce que ça a un sens? On le sait, l'Alfa Romeo 75 s'appelle 75 car elle est sortie pour les 75 ans de la marque. Mais 90? Eh bien, au dire d'un responsable d'Alfa, l'Alfa Romeo 90 était tout simplement destinée à durer jusqu'au début des années 90. Mais on se doute aussi que l'Alfa Romeo 90 visait les Mercedes 190 et les Audi 90. Nous devons ces lignes pour le moins tendues à Bertone, qui décline cubes et parallélépipèdes à tous les étages, et de série sur tous les modèles, et exclusivité mondiale s'il vous plaît, le spoiler avant, activé par des pistons à gaz, se déploie en fonction de la vitesse et optimise stabilité, pénétration dans l'air et refroidissement du moteur. Et autre exclusivité mondiale, et à ma connaissance, c'est la seule voiture à avoir eu ça,
l'attaché case à la place de la boîte à gants. Pour en revenir à l'extérieur, je vous défie de me trouver quelqu'un, à part moi, qui succombera au charme de la malle arrière. Un postérieur de grosse mama, au milieu duquel trône un énorme trou où la plaque d'immatriculation ne se sentira pas à l'étroit. Tout ça évoque au final une grosse Renault 9, voire une Talbot Solara ou encore l'oublié Seat Malaga. Avouez qu'on a fait plus classe. Mais moi j'aime bien. Côté technique, l'Alpha 90 reprend la plateforme Typo 116 de l'Alfetta qui est renforcée pour accueillir un poids en hausse et surtout le V6. Toute la cellule centrale est également reconduite et côté habitabilité avec 4,39 m de long et à peine 1,60 m de large, on commence à se sentir à l'étroit dans celle qui est censée rivaliser avec les grandes Lancia Thema, Renault 25 voire Mercedes 200-300 lancées la même année. Mais faire du neuf avec du vieux ne rime pas forcément avec ratage total. Car par rapport à ses rivales, l'Alpha sait recevoir avec ses sièges ultra confortables et son équipement abondant, surabondant même dans sa version 2,5 litres V6 Quadrifoglio Oro. On y trouve entre autres les 4 vitres électriques, la fermeture centralisée, d'épais fauteuils en velours réglables électriquement en inclinaison et en hauteur, la clim électronique, le volant réglable en hauteur, et clin d'œil à Mercedes, seul le rétroviseur passager se règle électriquement. Particularité de cette dame de trèfle, l'instrumentation est faite de compteurs thermomètres en diagonale à affichage à LED. Ils sont précis, certes, mais demandent une petite période d'assimilation, et surtout ils sont un peu capricieux. Et j'en entends déjà dire, comment ça, des problèmes électriques sur une italienne? Ah bon? Et il en va de même pour la rouille, et j'en entends déjà dire, comment ça, des problèmes de rouille sur une italienne? Ah bon? Alors à sa défense, l'Alpha 90 rouillait beaucoup moins que les Alpha d'avant. Et j'en entends déjà dire, en même temps c'est pas dur. Cela dit, la 90 sera utilisée par les carabiniers italiens et les Allemands auront droit à la série spéciale Campione décorée par Zender. Et on s'amusera également de certaines trouvailles plus déroutantes les unes que les autres. Comme cet éclairage de bord d'un vert très Hulk, improbable, mais tellement kitsch. Vous épaterez aussi votre entourage en faisant deviner où ces ergonomes transalpins ont bien pu planquer les boutons pour régler les sièges électriques. Et aussi les boutons des vitres électriques. Eh bien pour les sièges, on pourrait aisément penser que ces boutons, pour les régler, pourraient être sur les sièges. Non, ils sont en bas de la console centrale. Et les boutons pour les vitres électriques? Sur les portes? Non. Sur la console centrale? Non. Sur le tableau de bord? Non. Au plafonnier? Bzzz. Bzzz. La commande de frein à main de type aviation en met aussi plein les yeux, tout comme cette fameuse mallette croûte d'ABS logée à la place de la boîte à gants. Et l'idée de mettre un attaché case à la place de la boîte à gants serait venue à Alfa Romeo après la mort d'un dignitaire italien qui aurait été tué lors d'une collision à cause d'un attaché case mal fermé. Allez, parlons maintenant d'un sujet qui fâche sur les Alpha, la finition. Eh, j'en entends déjà dire la finition, oui, sur toutes les italiennes en fait, il n'y a pas que les Alpha. Oui. Il n'empêche que l'Alpha 90 n'était pas si mal fini. En effet, Alfa Romeo avait positionné la 90 comme une routière et non comme une sportive. En témoigne l'insonorisation, mais qui n'est tout de même pas trop ouatée, afin que les occupants puissent jouir des vocalises du Bialbero ou encore de la version V6. Le fameux V6 Busso, conçu par l'ingénieur éponyme et traîné par les Alpha 6 et GTV6 dotés d'une cylindrée de 2,5 litres, et pour ne pas tomber sous une fiscalité pénalisant les plus de 160 chevaux dans certains pays à l'époque, le V6 ne développe que 156 chevaux sur l'Alpha 90. Mais cela reste largement suffisant pour avoir de très bonnes performances, avec 208 km/h en vitesse de pointe et moins de 30 secondes pour le kilomètre départ arrêté. Les chronos des versions 4 cylindres, 128 chevaux sur les versions carbu et 130 chevaux sur les versions injection, sont aussi très sympathiques, de même que la consommation qui n'est que de 12 litres au 100, ce qui n'est pas si énorme pour l'époque.
Mais le réservoir avec 49 litres de capacité vous obligera à vous arrêter à peu près tous les 400 km. Mais le vrai défaut de l'Alpha 90, c'est son comportement routier qui n'a pas été très bien compris. Cela dit, même si les géniteurs l'ont voulu bourgeoise, c'est bien un logo Alpha qui trône sur la calandre. Essayeurs et propriétaires sont donc tentés de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et il faudra y aller avec délicatesse. Si sur le sec, ça reste honorable, et encore, pied plume de rigueur sur le mouillé. J'en fais un petit peu trop. C'est-à-dire, je conduis cette voiture comme si elle tenait bien la route. Et elle est quand même très surprenante. Mais enfin, c'est de ma faute. On ne doit pas faire de tête à queue. En témoigne le verdict du magazine Échappement de 1985. L'Alpha 90 est très mal amorti, prend un roulis excessif, se vautre exagérément et perd toute motricité très rapidement. Pour nous, une Alfa Romeo représente autre chose qu'une banale machine à rouler sur les autoroutes. Mais le magazine Le Moniteur Automobile comprendra sans doute un peu mieux la philosophie de l'Alpha 90. Ils diront « La vocation de la 90 n'est pas d'être une voiture purement sportive, mais une berline confortable et performante. Ses suspensions souples n'entravent pas outre mesure les qualités routières. » Cela dit, si vous êtes pilote dans l'âme, il vaut mieux une Alpha 75 qui est bien mieux amortie, surtout plus légère. Car l'Alpha 75 était une vraie berline sportive qui tenait bien mieux la route et qui sera lancée tout juste un an plus tard que la 90, qui la cannibalisera totalement. Et malgré ses qualités de confort et des prestations concurrentielles par rapport aux compacts allemandes, l'Alpha 90 rendra le tablier en 1987, année où sera lancée la 164. Vendue seulement 3 ans, l'Alpha 90 sera produite à 56 428 unités exactement. Un bilan honorable si on compare ça avec les 11 000 Alpha 6 vendus en 7 ans. Et dans les déclinaisons rarissimes de l'Alpha 90, on compte une version break produite par le carrossier Marazzi à seulement 2 exemplaires. Sans doute une commande spéciale de quelques mafieux de l'époque pour qui les 430 litres de capacité utile de la version berline n'étaient pas suffisants pour entasser quelques occupants trop encombrants. D'ailleurs, les plus observateurs d'entre vous auront sans doute remarqué d'où proviennent les feux arrière de la version break. Vous me direz dans les commentaires. Alors côté prix aujourd'hui, pour une Alpha 90 de base dans un état potable, qui peut rouler, on va dire, il faut compter environ 4-5 000 euros, et ça peut monter jusqu'à 15 000 euros, voire un petit peu plus pour les versions haut de gamme, tout comme la 2,5 litres V6 Quadrifoglio Orlo, qui me donne très envie, je dois dire. Et puis si vous préférez le mazout, sachez qu'il y a eu une version 2,4 litres turbo diesel de 105 ou 110 chevaux, ce qui était vraiment pas mal pour l'époque. On en trouve encore quelques-unes, principalement en Italie. Dans tous les cas, si vous en cherchez une, vous le savez, qu'une seule adresse, karljaeger.com. Et encore une fois, un grand merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On est bientôt 40 000, ça serait vraiment chouette qu'on atteigne les 40 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Vous pouvez également venir me rejoindre sur mon Insta, RobinFortPVO, si vous souhaitez discuter. C'est plus simple, encore une fois, que dans les commentaires, parce qu'en plus, les notifications YouTube sur le téléphone, enfin, c'est un peu le bazar. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur ma seconde chaîne, Octane. Je vous mets dans tous les cas tous les liens juste en dessous, dans la description, dans le premier commentaire épinglé, sous la vidéo, comme d'habitude, et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo, ce samedi, mardi prochain, car oui, même pendant les fêtes de Noël, il y en a qui bossent. Et j'ai pas de chute pour la vidéo. Non, mais j'ai pas, hein. J'ai pas de chute. Pas de chute, j'ai pas de chute. J'avais pas pensé à l'écrire, la chute. Non mais bon, véritablement j'ai pas de chute, donc grazie mille et ciao tutti. Na na na